Un registre crypté, un coursier disparu et une piste de soie menant à la trahison. Bienvenue à Minuit Mystère, je suis votre hôte Elliot. D'où venez-vous? Faites-le savoir dans les commentaires. Je lis tous les messages, c'est ce qui fait la force de cette communauté. Commençons. C'est au printemps 1892, par une saison inhabituellement humide et nuageuse, qu'un incident singulier, tant par son origine que par ses conséquences, vint troubler les jours pourtant paisibles de Baker Street. Moi, John H. Watson, ayant repris mes visites régulières à mon ancien compagnon, je trouvais Holmes plongé dans une paresse que seule la plus déroutante des énigmes pouvait guérir. Ce jour-là, Holmes s'était mis au violon avec acharnement, interprétant un chant funèbre, si mélancolique que même Madame Hudson s'était retirée en bas, laissant son plateau de thé intact. Les rideaux étaient à moitié tirés, diffusant la faible lumière de l'après-midi en une lueur blafarde sur notre salon commun. J'étais plongé dans le bain, The Lancet, essayant de me distraire des cordes gémissantes, quand la lettre est arrivée. Holmes ne bougea pas, tandis que l'enveloppe glissait dans la fente et atterrissait avec un bruit sourd sur le sol. Il haussa simplement un sourcil et poursuivit son improvisation discordante. « L'adresse n'est pas d'une écriture familière, » remarquai-je en me baissant pour la récupérer. « Mais le sceau... Regardez, Holmes, un blason de marchand, des caractères chinois gravés sur un papillon de soie stylisé. » Cela suffisait à interrompre la représentation. Holmes posa le violon et prit l'enveloppe avec un air de légère curiosité, qui se transforma rapidement en vigilance. « Cantonais, murmura-t-il en examinant la cire, et pas un simple cachet de commerçant. Il vient de la chambre de commerce de la soie de Hong Kong. Intrigant. Ouvre-le, Watson. » La lettre, écrite en taille douce immaculée sur du papier ivoire épais, se lisait comme suit. « Monsieur Holmes, votre réputation nous parvient même par-delà les océans. Je vous écris avec la plus grande urgence et la plus grande confidentialité. Un collaborateur de confiance a disparu dans des circonstances des plus suspectes. Les sensibilités diplomatiques et les secrets commerciaux aggravent la situation. Je vous prie de me retrouver ce soir même à l'hôtel Langham à 20h précise dans l'Oriental Lounge. Je serai identifié par une cravate en soie violette et je n'aborderai ce sujet qu'en privé. Cordialement Stephen, le syndicat du commerce de la soie de Canton, succursale de Londres. Holmes a lu la lettre 3 fois, chaque fois avec un intérêt accru. La soie, Watson, aussi banale soit-elle dans les vêtements, elle reste l'une des marchandises les plus convoitées et les plus contrôlées au monde. Des dynasties entières ont dépendu des vers qui la tissent. Et voici de toute évidence une affaire qui promet à la fois une intrigue commerciale et une disparition toujours aussi séduisante. « Vous croyez que M. Lowe est sérieux ?» demandai-je. « Mon cher ami, » dit Holmes en se levant, « un homme qui écrit depuis le Langham sous l'emblème de la Chambre et signe avec une telle retenue est soit un acteur accompli, soit un urgent besoin de nos services. Ces deux perspectives me séduisent. » Il se tourna vers sa modeste garde-robe. « Ma cravate noire, s'il vous plaît, Watson. Ne laissons pas la violette seule. » À 8h précises, nous pénétrâmes dans le somptueux intérieur du salon oriental de l'hôtel Langham. Le décor, tout en paravent laqué, meubles en acajou et léger parfum de santal, évoquait une harmonie étudiée, une fusion de l'Orient et de l'Occident qui reflétait la tension de la lettre. Et il était là, un grand gentleman d'origine chinoise évidente, impeccablement vêtu, la cravate de soie violette reconnaissable entre mille sous son gilet ivoire. Son allure était militaire, droite, alerte, même si son regard parcourait la pièce avec la méfiance d'un homme qui a appris à anticiper le danger dans des endroits improbables. Holmes s'est approché de lui directement. « Monsieur. »« L'eau, je suppose. » L'homme s'inclina légèrement. « Monsieur Holmes et le docteur Watson, oui ?» ajouta-t-il d'une voix calme mais accentuée. « En effet. » dis-je en lui serrant la main. « Nous avons reçu votre lettre avec grand intérêt. » Les yeux de l'eau se plissèrent. « Je suggère qu'on ne parle pas ici, à l'étage, salon privé. »
Je l'ai réservé pour 1 heure. Il nous conduisit rapidement, vers un ascenseur latéral et 2 étages plus haut, jusqu'à un petit salon tapissé de velours. Une fois à l'intérieur, il ferma fermement la porte et tourna la clé dans la serrure. « Je vous prie de m'excuser pour le secret, » dit-il en s'installant dans un fauteuil avec une élégance précise. « Mais ce n'est pas une affaire ordinaire. Si certaines oreilles entendaient ce que je vais dire, cela pourrait provoquer des troubles, non seulement parmi les commerçants, mais aussi dans les voies diplomatiques. » Holmes joignit les doigts, déjà plongé dans ses réflexions. « Je t'écoute. » Lo sortit un document plié de sa poche de poitrine et le posa sur la table devant lui. Il s'agissait apparemment d'un manifeste, liste de noms d'expéditions et de dates, imprimé en caractères dactylographiés, à l'exception d'une ligne violemment barrée à l'encre rouge. Ceci, dit-il, devait accompagner une inspection commerciale de routine dans notre entrepôt au bord de la Tamise. Il y a 2 jours, notre responsable des stocks, M. Linway, a disparu. Cette marque rouge, il l'a faite avant de disparaître. Pas de note. Aucune trace de lutte. Mais quelqu'un s'est introduit dans nos bureaux depuis et a emporté 3 dossiers précis. Holmes se pencha en avant. Quel fichier? Noms d'agents qui ont fait pression pour obtenir des routes commerciales indépendantes, contournant l'approbation de la couronne et du gouvernement chinois. Certains de ces hommes ont des ennemis dans les 2 pays. Watson fronça les sourcils. « Suggérez-vous que la disparition de votre associé est politique? Je suggère, dit Lo gravement, que quelqu'un est prêt à tuer pour de la soie, ou pour ce que la soie cache. » Holmes tapota pensivement le manifeste. « Et vous avez caché cela à Scotland Yard. Nous devons le faire, jusqu'à ce que nous en soyons sûrs. Si cela était qualifié d'espionnage industriel ou de trahison, cela pourrait faire échouer une année de négociations délicates. » Holmes se leva. « Alors nous commencerons ce soir. »« Où ?» demandai-je. « L'entrepôt, » dit Holmes. « Car si M. Linway a disparu sans laisser de traces, c'est seulement là que les premiers fils de la tapisserie se dévoileront. Et c'est ainsi que commença ce que je finirai par considérer comme l'une des affaires les plus rusées jamais rencontrées par Holmes. Un enchevêtrement de commerce, de loyauté et de tromperie, filé aussi fin que de la soie, et tout aussi périlleux au toucher. La nuit était sans lune, et le brouillard épais planait sur la Tamise tel un linceul mortuaire, tandis que nous nous dirigions vers l'adresse fournie par M. Stephen Lo. Un entrepôt portuaire à Rotherhithe, loué au nom du syndicat du commerce de la soie de Canton. Les réverbères perçaient à peine la brume, et même Holmes, avec sa démarche rapide et son instinct plus aiguisé, se déplaçait avec une prudence inhabituelle. Nous avions quitté M. Lo au Langham, Holmes lui ayant assuré que la discrétion était primordiale, et que moins il y aurait de regards sur notre enquête, mieux ce serait. Je m'attendais à ce que nous attendions le matin pour visiter le site, mais Holmes était catégorique. « L'obscurité peut obscurcir, Watson, » dit-il, tandis que notre taxi traversait le London Bridge dans un fracas de tonnerre. « Mais elle révèle aussi, à ceux qui savent tout regarder. Un criminel qui agit la nuit laisse souvent des traces plus visibles que de jour. Arrêtons-le sans surveillance. » L'entrepôt se dressait au bord d'une étroite ruelle du quai, ses fenêtres hautes sombres, sa façade simple mais bien entretenue. Un gardien somnolent et indifférent quitta son perchoir près du portail à l'approche de Holmes. « Bonsoir, monsieur, » murmura l'homme. « L'entrepôt est fermé, c'est sûr. La soie ne sort pas toute seule. »« Exactement, » répondit Holmes d'un ton sec. « Mais les hommes, oui, et certains, semble-t-il, disparaissent complètement. Monsieur Lo nous a autorisés à entrer. Veuillez ouvrir la porte. » Un éclair de la carte de Holmes, et peut-être un petit échange métallique discret, convainquit l'homme de ne pas insister davantage. Il chercha un trousseau de clés en fer et nous fit entrer par une entrée latérale, nous laissant, avec une lanterne à huile crépitante et un avertissement de ne pas trop nous attarder. À l'intérieur, l'espace était caverneux, divisé en rangées ordonnées de caisses en bois et de longues tables drapées de bâches. L'odeur était indéniablement celle de la soie grège.
légèrement sucré, presque organique, avec des notes de poussière et de cordes humides. Holmes me tendit la lanterne, tandis qu'il faisait le tour de la pièce, s'arrêtant de temps à autre pour s'agenouiller et examiner le parquet. « Remarquez la disposition, Watson, » murmura-t-il. « Efficace, mais sans plus. Et pourtant, voyez ici. » Il m'indiqua un groupe de caisses au fond. La lanterne révéla de légères traces de frottement, pas des traces de chaussures, mais de longues rainures dans le bois, comme si quelque chose de lourd avait été traîné sur le sol puis s'était brusquement arrêté. Holmes suivit la trace du regard, puis appuya légèrement sur le sol près de la plus grande caisse. Celle-ci bougea. Un faux panneau en dessous céda avec un léger clic. « Un compartiment caché », dis-je en m'accroupissant à côté de lui. En effet. Mais il a été récemment perturbé. Le motif de poussière est brisé. Quelqu'un était ici ces 2 derniers jours, peut-être la nuit où M. Linway a disparu. Holmes sortit une loupe de poche et examina le bord en bois. Puis, sans prévenir, il retira le panneau. À l'intérieur, niché entre des couches protectrices de paille, se trouvaient non pas des rouleaux de soie, mais plusieurs cartes pliées, des routes maritimes, des manifestes commerciaux et une enveloppe anonyme portant seulement un cachet, de cire identique à celui de la lettre de M. Lohill, examina rapidement les documents, ses yeux parcourant les graphiques avec une précision concentrée. Ce ne sont pas des routes commerciales ordinaires. Voyez comme elles contournent les ports du traité, contournant complètement les postes de douane. Et ceci, il brandit un parchemin étroit, une sorte de code, des caractères chinois mais disposés bizarrement. J'ai regardé par-dessus son épaule, mais l'écriture était indéchiffrable pour moi. Linway aurait-il pu découvrir cela, demandai-je, et être emmené pour empêcher toute divulgation? La réponse de Holmes fut interrompue par un bruit soudain, le léger craquement d'une planche provenant de l'autre bout de l'entrepôt. Nous sommes restés figés. Holmes éteignit aussitôt la lanterne et me fit signe de m'accroupir derrière. Une pile de caisses. Une silhouette se déplaça dans l'obscurité, grande, masquée et prudente, sans lumière, mais d'un pas assuré. Elle passa à quelques mètres de nous, se dirigeant droit vers le compartiment secret que Holmes avait découvert quelques minutes plus tôt. La silhouette s'agenouilla, tâtonna vers la caisse et s'arrêta lorsque le faux panneau ne céda pas. Un juron discret à peine audible s'ensuivit. Puis, avec une rapidité remarquable, la silhouette se releva et se retourna pour partir. Holmes bondit. Il se déplaçait comme une panthère, silencieusement et rapidement, interceptant l'intrus juste avant qu'il n'atteigne la porte. Il y eut une bagarre étouffée, le bruit sourd de 2 corps heurtant le mur, et Holmes en sortit victorieux, agrippant le bras d'un homme vêtu d'un manteau et d'une casquette de docker, le visage caché par un foulard. « Lâche-moi » siffla l'homme en se débattant violemment. « Pas tout de suite » dit Holmes en lui tordant le bras avec expertise. « Nous avons des questions à vous poser, à commencer par le nom de votre employeur. » Mais tandis qu'il parlait, l'homme se libéra avec une agilité surprenante, assena un coup violent à Holmes au ventre avant de plonger dans l'obscurité. Le temps que j'atteigne la porte, la silhouette avait disparu dans le brouillard. Holmes, essoufflé mais indemne, récupéra la lanterne et reprit son examen des papiers. « Il cherchait ça », murmura Holmes, les yeux brillants. « Il s'attendait à ce que ce soit ici. Ce qui nous dit 2 choses. Il ignorait que nous avions déjà trouvé les cartes, et il agissait de son propre chef. Il ne portait aucune arme, aucun dispositif. De signalisation. Un agent rebelle, peut-être, ou un agent désespéré. Alors que nous retournions dans la rue, le brouillard épais s'enroulant autour de nos bottes, j'ai jeté un coup d'œil à l'expression pensive de Holmes. « Pensez-vous que cela va au-delà du simple commerce ?» ai-je demandé. Holmes émit un petit rire faible et sans joie. Watson, quand des hommes dissimulent des documents dans des faux planchers, chiffrent les routes commerciales pour éviter tous les ports connus et se cachent dans des entrepôts là. Nous avons depuis longtemps dépassé le stade du simple commerce.
Nous sommes sur le territoire des secrets. Il s'arrêta et regarda vers le ciel, où seule une pâle lueur marquait la présence cachée de la lune. Demain, nous rendons visite à Monsieur Lo, et ensuite à la légation chinoise. Il y a des fils conducteurs dans cette affaire qui vont bien au-delà de Rotherhithe, et j'ai l'intention de remonter chacun d'eux, même si cela nous mène au cœur d'un complot. Le matin se leva, maussade et gris, la brume londonienne s'accrochant aux vitres comme un résidu de pensées à moitié formées. Holmes n'avait pas dormi. Lorsque je me levai et descendis au salon à 7h15, je le trouvais toujours assis à son bureau, le parchemin chiffré et les cartes maritimes étalées devant lui dans un ordre impeccable. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. « Remarquez-vous, Watson, murmura-t-il, que le chiffrement utilise un modèle à intervalles fixes, un peu comme la méthode Wang Ti, autrefois employée par les fonctionnaires de la dynastie Qing. Je dois avouer mon ignorance, dis-je en me versant une tasse de thé maintenant tiède. Le chiffrement n'a jamais été mon fort, même si je connais les rudiments du carré de Vigenère. » Holmes s'autorisa un léger sourire. Le Vigenère, bien que d'origine française, est plutôt rudimentaire comparé au raffinement de la cryptographie orientale. Observez ce caractère. Il désigna du bout de sa plume un symbole ressemblant à une gourde fendue. Il n'apparaît qu'à la 21e place. Ce degré de régularité suggère un message dissimulé dans un récit plus vaste. Une matisse. Langage imbriqué. Vous voulez dire, dis-je en me penchant sur le bureau, que le document peut contenir deux significations, l'une visible et l'autre obscurcie. Exactement. Et c'est l'obscur qui compte. Il se leva brusquement et se mit à arpenter la pièce. Je suis presque convaincu que M. Linway est tombé sur un réseau de contrebande, non pas de soie, Watson, mais de renseignements. Le trafic de soie est le masque. La vérité se cache sous ces faux compartiments et ces instructions codées. Avant que je puisse demander des éclaircissements, Holmes s'arrêta au bruit de pas dans l'escalier. Quelques instants plus tard, Madame Hudson entra, portant une carte sur un plateau d'argent. « Un visiteur, Monsieur Holmes, » dit-elle avec une curiosité visible, « et un visiteur inhabituel, à mon avis. » Holmes prit la carte. « Ah, comme je l'espérais. Monsieur Zhou Liang de la légation chinoise. » J'ai haussé un sourcil. « Tu leur as envoyé un message ?»« J'ai envoyé un télégramme hier soir. La légation est consciente de ces tensions. Monsieur Zhou est un attaché culturel qui s'intéresse à la diplomatie commerciale. Je ne serais pas surpris qu'il en sache plus sur la disparition de Monsieur Linway qu'il n'est autorisé à l'admettre. Nous avons accueilli notre visiteur dans le salon peu après. Monsieur Zhou Liang était un homme à l'allure austère et à la tenue impeccable. Son habit sur mesure, avec son col Mao et sa coupe occidentale, symbolisait avec élégance l'équilibrisme diplomatique qu'il pratiquait. Il s'inclina respectueusement, puis accepta un siège en face de Holmes, joignant les mains sur ses genoux, avec un calme posé. « Je viens, dit-il, non pas en tant que fonctionnaire de l'Empire, mais en tant qu'ami de M. Linway. Son absence me trouble profondément. » Holmes joignit les doigts. « Alors parlons franchement, Monsieur Zhou. Votre légation a-t-elle reçu des menaces ?» Les lèvres de Zhou se pincèrent. « Pas des menaces, Monsieur Holmes, mais des pressions, des mains invisibles, tirant sur des accords soigneusement négociés depuis des mois. Le syndicat de la soie de Canton n'est qu'un maillon d'un réseau d'échanges sensibles. Si quelqu'un le sabote de l'intérieur, vous soupçonnez une trahison interne, demandai-je. Je soupçonne l'ambition, répondit Zhou, et l'ambition ignore la loyauté. Monsieur Linway m'a confié un jour qu'il était inquiet. Il a évoqué des envois irréguliers, des caisses marquées comme de la soie mais trop légères. Il craignait la contrefaçon, voire le vol. Holmes se pencha en avant. Et il n'a rien dit de plus, seulement qu'il rencontrait quelqu'un, un contact au sein de la guilde marchande, qui possédait des documents susceptibles de démontrer le mystère. Cette rencontre a eu lieu 2 jours avant sa disparition. Holmes prit un dossier et l'ouvrit,
révélant le code et les cartes routières que nous avions récupérées dans l'entrepôt. Connaissez-vous ces itinéraires? Tso parcourut les documents et ses yeux s'écarquillèrent. Ce sont des manifestes fantômes, des couloirs illégaux utilisés pour contourner les inspections des traités. Si c'est vrai, cela signifie que quelqu'un au sein du syndicat blanchit bien plus que des biens, des informations peut-être, ou de l'influence. Il a emprunté une route qui contournait Port Saïd et pénétrait dans la Méditerranée. Celui-ci serait idéal pour transporter des documents, peut-être même des personnes, sous couvert de fret textile. Holmes fit un signe de tête, satisfait. Et si M. Linway avait découvert cela, il serait devenu un boulet, dit Tso d'un ton sombre, quelqu'un qu'il fallait réduire au silence. Il y eut un court silence pendant lequel Holmes assimila l'information. Puis il se leva et se dirigea vers la cheminée, où il resta planter son regard dans le foyer vide. « Il faut faire pression », dit-il enfin. Mais subtilement. Si nous forçons la main des coupables, nous pourrions les pousser à la dénonciation. Il se tourna vers moi. « Watson, je dois vous demander de vous rendre à Scotland Yard et de parler à l'inspecteur Lestrade. Informez-le, en termes généraux, que nous enquêtons sur une disparition liée à l'espionnage étranger. N'en dites pas plus. Assurez-vous simplement qu'il est prêt à intervenir rapidement s'il est convoqué. »« Bien sûr, répondis-je. »« Et toi, je vais parler à Monsieur Lowe, » dit Holmes avec une intensité discrète. « Il est temps qu'il cesse de protéger ses associés. S'il est innocent, il doit nous aider à démasquer les coupables. » Le bureau londonien du syndicat de la soie de Canton était situé dans un bâtiment en briques rouges de Lime Street, juste après les halls des banques. Holmes et moi sommes arrivés vers midi et avons rapidement été conduits au bureau de M. Lowe. Un espace moderne avec des vitrines, un globe terrestre orné et un grand tableau représentant le fleuve Yangtze derrière le bureau. Lowe leva les yeux avec alarme. « Tu as trouvé quelque chose ?» Holmes ne s'est pas assis. « Nous avons reçu la visite d'un homme à votre entrepôt hier soir. Il a tenté de récupérer les documents que votre associé avait cachés. De toute évidence, des individus surveillent vos opérations de très près. Il est temps d'être franc, monsieur Lowe. » Lowe hésita. Puis il se leva, sortit une clé de sa poche et se dirigea vers le placard derrière son bureau. « Il y a une chose que je n'ai pas partagée. » D'un tiroir verrouillé, il sortit un petit carnet relié en cuir. Il était usé, avec des caractères chinois gravés sur la tranche à l'encre délavée. Lin Wei a gardé cela secret. Il pensait que quelqu'un au sein de notre guilde faisait des rapports à des agents étrangers, peut-être du continent. Il a consigné les divergences, les dates et les noms, en code. Je ne l'ai pas mentionné lors de notre première rencontre parce que... Il hésita. Parce que certains de ces noms sont ceux de mes propres collègues. Holmes ouvrit le livre et parcourut les pages, l'expression indéchiffrable. « C'est inestimable, » dit-il. « Grâce à cela, et aux manifestes chiffrés, nous pourrons enfin établir le lien entre les faux et le syndicat. » J'ai demandé, « Que vas-tu faire maintenant ?» Les yeux de Holmes brillaient. « Je vais me faire connaître aux conspirateurs. Ils m'observent déjà. Qu'ils me voient et qu'ils croient que je suis sur le point de déjouer leur plan. Avec un peu de chance, ils passeront à l'action. » Il ferma le carnet avec un claquement. « Et quand ils le feront, je les attendrai. » La journée se déroula dans un calme étrange. Après notre rencontre avec M. Lowe, Holmes s'installa dans le fauteuil près du feu, tel un homme attendant l'orage. Son violon reposait intact contre le mur. Sa pipe restait éteinte. Pas de cocaïne, pas de monographie, pas d'expérimentation avec de la cendre de tabac, seulement le silence et la vigilance. « Ils viendront, Watson, » dit-il doucement, les yeux mi-clos, parce qu'ils le doivent. Le danger que nous représentons pour leur plan est intolérable. Ce carnet, ce code, ces cartes, ce sont des poignards pointés au cœur du complot. Et s'ils ne viennent pas, demandai-je, alors nous les ferons sortir. Il était presque 9 heures du soir lorsqu'on frappa à la porte. Madame Hudson entra un instant plus tard, les sourcils froncés, une enveloppe à la main. « Ceci vient d'être livré, monsieur Holmes. Aucun messager en vue.
Il a été laissé sur le pas de la porte. Holmes l'accepta en murmurant un merci et la présenta à la lumière avant de l'ouvrir. L'enveloppe ne portait aucun nom, seulement un cachet de cire, craquelé et décoloré, avec la vague empreinte d'un papillon de soie. À l'intérieur se trouvait une simple feuille pliée de papier fin. Holmes a lu le message à haute voix. « Monsieur Holmes, vous courez le danger. Abandonnez vos recherches et tout ira bien. Persévérez, et les conséquences suivront. Un homme a disparu, d'autres peuvent suivre. Vous n'êtes pas invincible. Ceci est votre seul avertissement. » Il tourna le papier dans ses mains et le renifla légèrement. De l'huile de jasmin et une infime trace de bronze. J'ai examiné le message. Une menace, certes, mais aussi un signe de peur. En effet, répondit Holmes maintenant animé. Ils sont ébranlés, ce qui signifie que nous sommes proches. Watson, nous devons accentuer la pression. Le lendemain matin, nous nous retrouvâmes à nouveau sur Lime Street. Mais cette fois, Holmes était déguisé. Non pas le mendiant déguisé ou le libraire allemand de ses précédentes aventures, mais un employé aux épaules voûtées, aux doigts tachés d'encre et à l'air provincial et ironique. Je jouais le rôle de l'assistant d'un notaire. Notre objectif était les bureaux publics du syndicat de Canton, séparés des appartements privés de M. Lowe, une véritable ruche d'employés de la soie, d'agents maritimes et de correspondants. Commerciaux. Le plan de Holmes était simple. Introduire des troubles contrôlés, propager l'information et observer les réactions. Nous cherchons, murmura-t-il à notre entrée, non pas des coupables qui avouent, mais des menteurs qui clignent des yeux. Holmes présenta une fausse lettre d'une société fictive de Rotterdam, faisant état d'une expédition mal acheminée. On nous conduisit au bureau principal, où des rangées de bureaux bourdonnaient d'activité. C'est là que nous le rencontrâmes, un homme grand vêtu d'un costume gris impeccablement coupé, avec des yeux brillants comme des pierres à fusil et une chaîne de montre en or qui illuminait chacun de ses mouvements. Il se présenta comme étant M. Léonard Blix, chargé de liaison principale des affaires commerciales continentales. Son attitude était cordiale, mais mesurée. Son regard, alerte et calculateur, avait quelque chose de frappant Holmes comme moi. « Je vous présente mes excuses », dit Blix d'un ton calme, après avoir parcouru la lettre. « Il y a une regrettable confusion dans notre manifeste douanier. Je vais y remédier immédiatement. » Holmes hocha la tête, laissant la conversation dériver sans incident. Mais je remarquai que Blix ne demanda jamais l'adresse de retour, ni ne s'enquit du client fictif. Au lieu de cela, il nous invita à patienter pendant qu'il s'informait. Très disparu dans un bureau intérieur, Holmes s'est immédiatement tourné vers moi. « Voilà, dit-il, l'homme. Tu es sûr ?» Il n'a pas bronché en entendant le nom que j'avais inventé, et ce nom Watson ne figurait pas dans la lettre. Je l'ai prononcé à voix haute en passant. Nous avons attendu 10 minutes avant que Blix ne revienne. Il souriait. « J'ai contacté le commis concerné. Votre envoi sera pris en compte dans la semaine. Veuillez excuser la confusion. Nous sommes partis sans protester et sans nous dévoiler, mais les yeux de Holmes brillaient de satisfaction. J'avais besoin de le voir, dit Holmes une fois sorti du bâtiment, et surtout j'avais besoin qu'il me voie. Ce soir-là, Holmes passa à l'action. Il convoqua l'inspecteur Lestrade, qui arriva essoufflé par le froid, irrité par le secret. Il vaudrait mieux que ce ne soit pas une autre oie avec une pierre précieuse dans le jabot, Holmes, grommela Lestrade. Je vous le promets, il n'y a pas de volaille impliquée, dit Holmes sèchement. Nous avons affaire à quelque chose de bien plus grave, un réseau de contrebande qui déguise l'espionnage en trafic de soie. Je crois que M. Léonard Blix est au cœur de l'affaire. Lestrade fronça les sourcils. Et vous avez des preuves? Pas encore, admit Holmes, mais je le ferai. Ce soir. Il était presque minuit lorsque Holmes exposa sa stratégie. La clé Watson se trouve à nouveau dans l'entrepôt. Notre précédente visite a révélé une cachette, mais nous n'avons pas encore examiné la cloison Est, une annexe récemment, ajoutée conformément au permis d'architecte.
Je soupçonne qu'elle abrite le véritable centre névralgique de l'opération. Accompagnés de Lestrade et de 2 agents en civil, nous sommes rentrés à Rotherhithe à la faveur de la nuit. Le brouillard était plus épais que jamais, et le silence s'accrochait au fleuve comme du givre. Cette fois, l'entrée latérale était déjà entr'ouverte. Holmes leva la main. Nous entrâmes, avançant lentement dans l'obscurité jusqu'à l'annexe. Une porte en acier, verrouillée par un lourd mécanisme. Holmes sortit un outil fin et s'agenouilla. « Surveillez », murmura-t-il. 1 minute s'écoula, puis un léger clic. La porte s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, l'annexe était totalement différente de l'entrepôt principal. Elle n'était pas remplie de caisses, mais de bureaux, de registres, de caisses à moitié remplies de linge dissimulant de petites boîtes noires, chacune estampillée d'un numéro de série et d'écriture chinoise. « Qu'est-ce que c'est » souffla Lestrade. Holmes a ouvert l'une des boîtes. À l'intérieur se trouvait un encodeur télégraphique, modifié et compact, capable de transmettre des messages sur de grandes distances grâce à des lignes sans fil. À côté se trouvait une pile de photographies, plans, horaires de quai et signatures officielles des douanes. « L'infrastructure navale », murmura Holmes. « Ils transmettent des données sur la navigation britannique à des agents à l'étranger, sous couvert de dépêches textiles. » Soudain, un bruit retentit derrière nous. La porte claqua de l'ombre des voix. « Eh bien, monsieur Holmes, j'espérais que vous mordriez à l'hameçon. » Léonard Blix est entré dans la lumière, flanqué de 2 hommes armés de pistolets. Holmes leva les mains calmement. « Il semble, dit-il, que nous ayons interrompu votre dernière expédition. » Blix sourit froidement. « Non, monsieur Holmes, vous êtes arrivé pour le vôtre. » La pièce s'est figée. Holmes, immobile sous le bec de gaz suspendu, le visage à moitié plongé dans l'ombre, ne scia même pas. La main de Lestrade s'approchait lentement de l'intérieur de son pardessus, mais les hommes de Blix furent plus rapides. Les canons de 2 revolvers brillaient de façon inquiétante dans la pénombre, braqués sur nous avec une précision sinistre. « Reculez, vous tous », dit Blix d'une voix douce et agréable. « Pas de geste héroïque soudain, s'il vous plaît. » Holmes leva lentement les mains, mais une étrange lueur brillait dans ses yeux, non pas de la peur, mais de la réflexion. Son regard se porta brièvement sur les caisses, puis sur un mur proche, où l'on distinguait à peine la silhouette d'un conduit de ventilation au-dessus d'un banc d'emballage. « Eh bien, monsieur Blix, » dit enfin Holmes d'une voix ferme comme le fer, « il semble que les marchands de soie aient adopté un commerce plus électrisant. »« L'intelligence, » répondit Blix en s'inclinant légèrement, « est la seule ressource dont la valeur ne se déprécie jamais. L'essor et la chute des nations dépendent du mouvement des papiers et des rumeurs. Vous, plus que quiconque, devriez en être conscient, monsieur Holmes. »« Je le fais, » répondit Holmes. « C'est pourquoi cela me dérange que vous soyez si maladroit pour cacher le vôtre. » Cette remarque déclencha chez Blix une pointe d'agacement, à peine perceptible, mais suffisante pour confirmer l'intention de Holmes, provoquer, distraire, déstabiliser. « Tu en as trop vu, » te dit Blix après un moment, « mais tu ne quitteras pas ce bâtiment. Les accidents sont si tragiquement fréquents dans les entrepôts au bord de la rivière. Fuite de gaz, chevrons qui s'effondrent, ou tout simplement disparition. Lestrade, à sa décharge, n'a montré aucune crainte. Il s'est légèrement placé devant moi, murmurant « Si on fonce à gauche, je prends le grand. »« Patience, » dit Holmes, « il y a une meilleure pièce. » Cela ne venait pas de nous, mais de l'arrière de l'annexe. Un bruit, doux, métallique, comme le glissement d'un verrou. Puis un cri d'alarme. L'un des hommes de Blix tourna la tête vers le bruit, hésitant un instant. C'était suffisant. Holmes se déplaça comme un ressort, s'élançant en avant dans un mouvement flou. Sa main heurta le revolver que Blix tenait, le faisant ricocher sur le sol. Lestrade bondit, plaquant le 2e homme au sol au moment même où une 3e silhouette surgissait dans la pièce par le conduit d'aération. Nul autre que Zhou Liang, le manteau couvert de suie et de crasse, un petit pistolet serré à la main.
Le chaos a éclaté. Holmes engagea une lutte acharnée avec Blix près du banc d'emballage. Je saisis un morceau de tuyau en fer et le lançai vers le garde armé restant, lui blessant l'avant-bras dans un craquement retentissant. Il hurla et lâcha son arme, que Lestrade récupéra aussitôt. Tessot se dirigea rapidement vers le mur et actionna un loquet caché, provoquant l'ouverture d'une étroite porte en acier à l'extrémité de l'annexe. Une sortie cachée qui menait à l'allée derrière l'entrepôt. « Dehors, tout de suite !» aboya-t-il. Holmes réussit à maîtriser Blix avec un coup bien placé dans les côtes, et Lestrade frappa l'homme au fer alors qu'il gémissait sur le sol. « Vous en répondrez, » dit l'inspecteur haletant. Blix ricana. « Tu m'as attrapé, mais tu ne détricoteras jamais le réseau. Des dizaines d'autres, des cellules à travers l'Europe. Je ne suis qu'un nœud. Je trouve, » dit Holmes en ajustant son manteau, que lorsqu'on coupe la racine, les branches se fanent souvent. Nous quittâmes rapidement l'annexe, laissant les agents de Lestrade sécuriser les lieux. Dehors, le brouillard s'était dissipé et la lueur des réverbères au bord de la rivière scintillait comme des étoiles lointaines. Holmes, Tso et moi nous arrêtâmes dans la ruelle pour reprendre notre souffle. « Vous avez parfaitement choisi le moment, » dit Holmes en se tournant vers Tso. « Je n'avais pas prévu que le conduit de ventilation serait une entrée viable. C'était l'idée de Lin Wei, » répondit Tso en époussetant sa manche. Il avait cartographié chaque recoin de cet entrepôt. Le puits mène directement à un couloir de maintenance derrière le quai de chargement. « Lin Wei ?» demandai-je sèchement. « Il est vivant ?» Tso hocha la tête. « Ah oui, et en cachette. C'était la seule solution. Il savait que Blix le traquerait une fois les documents confisqués. « Où est-il maintenant ?» demandai-je. « Dans un lieu sûr désigné par la légation. Il est prêt à parler, mais seulement lorsque Blix sera entièrement en détention et que les informations seront sécurisées. Nous avons pris grand soin de ne pas le démasquer avant la neutralisation du centre de l'opération. » Holmes sourit faiblement. « Et maintenant que c'est fait, le reste de la toile d'araignée peut être démêlé. » Nous sommes rentrés à Baker Street au petit matin, épuisés mais satisfaits. Holmes s'est assis près du feu pendant que je nous servais un cognac à tous les deux. Dehors, le brouillard commençait à se lever et les premières lueurs de l'aube caressaient les toits d'un or pâle. « Vous soupçonniez Blix depuis le début ?» demandai-je. C'était le seul homme du bureau du syndicat à ne pas réagir au nom d'une compagnie maritime inexistante. Cela signifiait qu'il contrôlait tous les noms inscrits au registre ou qu'il savait lesquels étaient faux. Quoi qu'il en soit, il n'était pas un simple employé. Et la note de menace, conçue pour intimider mais aussi pour confirmer la proximité. Il m'observait, Watson. La lettre m'indiquait que je m'étais suffisamment approché pour provoquer la panique. Il se leva et se dirigea vers le bureau, où se trouvaient toujours le chiffre et le carnet de Lin Wei. « Le chiffre ?» demandai-je. « Enfin cassé. Une simple transposition à espacement variable. Elle désigne 6 courriers, 3 ports falsifiés et une route passant par Trieste, utilisée pour transmettre des codes radio aux agents de l'Empire ottoman. L'objectif était de déstabiliser la préparation navale en Méditerranée. » Il s'arrêta, me regardant par-dessus ses doigts croisés. Silk Watson n'était qu'un appât. Le véritable enjeu était la stratégie britannique, vendue non pas pour des raisons idéologiques, mais pour le profit. « Et Monsieur Lin Wei, je retournerai en Chine, » dit Holmes. « L'honneur intact et les preuves en main. Tso Liang veillera à ce que le syndicat soit purgé et la légation informée. » Il y eut un moment de silence, puis j'ai parlé. « Vous n'avez jamais douté que l'affaire deviendrait politique. »« Non, » dit-il doucement, « car partout où cohabitent la cupidité et le secret, la politique n'est jamais loin. » Il se tourna vers la fenêtre, regardant la rue en contrebas. « La partie est terminée, Watson, mais seulement pour l'instant. Je crains que la prochaine ne vienne trop vite. Les ombres de Londres ne dorment jamais longtemps. Le jour suivant s'est levé avec la clarté d'une résolution, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Lestrade, revigoré par la saisie,
réussite de l'annexe clandestine et l'arrestation de Leonard Blix, était retourné à Scotland Yard avec la confiance d'un homme qui croit son affaire classée. Pourtant, Holmes, qui se tenait à la fenêtre de notre logement de Baker Street, les mains jointes dans le dos, restait visiblement insatisfait. Blix était un personnage important, dit-il, tandis que je remuais mon thé du matin. Mais ce n'était pas un cerveau. Il a bien joué son rôle, certes, mais ses menaces et ses manœuvres manquent cruellement de finesse. Un homme de son calibre ne peut pas bâtir seul un réseau international de contrebande codée. « Tu crois qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui ?» demandai-je. « Je crois, » répondit Holmes en se retournant, « que Blix n'est qu'une chaîne de montre en or sur un manteau beaucoup plus sombre, ornemental, poli et entièrement remplaçable. » Il récupéra le carnet de Linway sur son bureau. Il était ouvert sur une page que nous n'avions pas encore entièrement déchiffrée, une série de dates et de lieux accompagnés de petits pictogrammes chinois que Holmes avait traduits à l'aide d'une monographie linguistique empruntée. « Il y a une tendance, » dit-il en tapotant les entrées. « Ce ne sont pas seulement des dates d'expédition. Elles coïncident avec des inspections navales, des affectations à quai et l'arrivée de dignitaires étrangers. Mais ceci... » Il désigna un nom souligné, en caractères romains. « C'est notre véritable piste, R.G. Thackeray. Ce nom m'était inconnu. Qui est-il? C'est ce que nous devons découvrir, » dit Holmes en attrapant déjà son manteau. « Nos recherches nous ont d'abord conduits au registre maritime britannique de l'Est et de la Chine, installé dans un bâtiment en pierre maculé de suie près de Leadenhall Street. Là, parmi les dés, registres jaunis et les couloirs éclairés à la lampe à huile, Holmes a repéré une seule entrée au nom de Reginald James Thackeray, un consultant maritime autrefois rattaché au comité d'approvisionnement naval de Sa Majesté, désormais inscrit comme retraité et exerçant comme agent de liaison pour les importations privées depuis une adresse à Kensington. Les sourcils de Holmes se froncèrent tandis qu'il fermait le registre. « Retraité », répéta-t-il doucement. « Un euphémisme, souvent. On peut se demander, retraité volontaire ou révoqué. Nous n'avons pas perdu de temps. » À midi, nous nous trouvions devant une belle maison mitoyenne discrètement nichée le long de Rutland Gate. Un valet nous a répondu, l'air légèrement surpris à notre vue. « Monsieur Thackeray est indisposé, » dit-il prudemment. « Dites-lui, » répondit Holmes avec une autorité froide, « que Monsieur Sherlock Holmes demande 10 minutes de son temps concernant l'activité récente sur les quais de Rotherhithe. » Les yeux du valet s'écarquillèrent. « Rotherhithe ? Oui, » répondit Holmes, « et le syndicat de Canton. » Ce nom, comme Holmes l'avait sans doute prévu, dissipa toute protestation. L'homme s'écarta. « Veuillez patienter dans le bureau. » Nous fûmes introduits dans une pièce au raffinement discret. Étagères en chêne, volumes reliés en cuir, cartes encadrées de verre et une carafe de cognac intacte posée sur un plateau d'argent. La cheminée crépitait doucement, diffusant une douce chaleur sur un tapis persan. C'était le genre de pièce où les hommes puissants se retiraient pour oublier les années dangereuses. M. Thackeray entra quelques minutes plus tard. C'était un homme mince, aux cheveux blancs plaqués en arrière, au dos droit, et au regard perçant derrière un monocle. Ses vêtements étaient d'une coupe impeccable, même si l'âge avait abîmé ses mains. « Monsieur Holmes, » dit-il en s'asseyant en face de moi. « Je ne vous attendais pas si tôt. »« Alors vous m'attendiez, » dit Holmes. Thackeray soupira. « Finalement, j'ai appris l'arrestation de Blix. J'imagine que vous avez trouvé l'annexe et le matériel. » « Oui. Et pourtant, votre nom apparaît dans le carnet de Linway, comme agent de coordination pour l'acheminement des expéditions. Pourriez-vous m'expliquer » Thackeray se servit un peu de cognac, mais ne but pas. « J'ai servi autrefois au service des achats de Sa Majesté. À ma retraite, j'ai servi d'intermédiaire pour l'obtention de licences commerciales. J'approuvais certains itinéraires, officieusement en échange d'informations. Mon objectif initial était l'intérêt national, mais la donne a changé. D'autres se sont impliqués, dont Blix. Vous avez facilité la contrebande de renseignements, ai-je dit.
Le regard de Thackeray croisa le mien, et sauver des vies, jusqu'à ce que le réseau devienne incontrôlable. Holmes ne dit rien pendant un moment, puis se leva et se dirigea vers la fenêtre. Pourquoi rester silencieux? Parce que, dit Thackeray à voix basse, j'étais compromis. Mon héritage, était lié à chaque expédition. Je craignais d'être exposé. Lorsque Linway a découvert la chaîne, j'ai averti Blix de cesser ses activités. Il a refusé. Il recherchait le profit, pas la diplomatie. Holmes se retourna lentement. Vous pouvez encore sauver un peu d'honneur, monsieur Thackeray, mais cela nécessitera une coopération totale. Nom, document, code. Thackeray hocha la tête d'un air sombre. Ils sont dans mon coffre, je vais les récupérer. Si cela met fin à cette folie, je parlerai au Parlement s'il le faut. Holmes inclina la tête. Bien, alors on recommence. Plus tard dans la soirée, de retour à Baker Street, Holmes exposa l'étendue des informations fournies par Thackeray. Une liste complète de noms, non seulement d'agents à Londres, mais aussi de correspondants au Caire, à Trieste et à Alexandrie. Blix avait été la clé de voûte d'un réseau de contrebande anglais qui s'étendait à travers les ports coloniaux. C'est stupéfiant, dis-je, qu'une telle chose ait pu prospérer sous le regard de l'Empire. Pas étonnant, me corrigea Holmes. Prévisible. Qui dit bureaucratie dit ombre, et la soie était le voile parfait, élégant, luxueux, opaque. Il était assis, fatigué, mais calme. Demain, nous présenterons les conclusions au ministère des Affaires étrangères. L'estrade corroborera les faits. Tso Liang vérifiera, et le témoignage de Linway rendra l'affaire inattaquable. Je jetai un coup d'œil vers le feu, où les bûches brûlaient maintenant faiblement. Et alors, Holmes, il prit une lente inspiration. Puis le réseau s'effondre, ses vrilles se rompent, mais d'autres se formeront avec le temps. C'est toujours le cas. Il s'est tourné vers moi, l'expression distante. Mais pour ce soir, nous en avons fait assez. Il y avait une dignité tranquille dans la façon dont il le disait, ni triomphant, ni même satisfait, mais simplement résolu. Dehors, le brouillard se levait à nouveau. Et à l'intérieur, le grand esprit de Sherlock Holmes, toujours en mouvement, se tournait vers le mystère que l'aube prochaine pourrait lui offrir. Le lendemain matin, le soleil se leva sur Londres, avec l'éclat inhabituel d'un soleil de fin de printemps. Ses rayons dorés traversèrent les fenêtres de Baker Street, effleurant l'étui à violon de Holmes et la carafe en verre posée sur le buffet. L'espace d'un instant, l'appartement sembla figé dans une contemplation silencieuse, jusqu'à ce que le frottement d'une chaise marque la fin de l'heure de silence de Holmes. Il était assis devant l'âtre, les doigts croisés sous le menton, le regard fixé sur la grille froide du foyer. L'activité intense qui avait caractérisé les jours précédents avait culminé avec l'arrestation de Leonard Blix, la coopération de Reginald Thackeray et le démantèlement d'un réseau de contrebande s'étendant sur plusieurs continents. Et, pourtant, Holmes ne s'était pas détendu. Je connaissais ce regard, celui qu'il arborait maintenant. C'était la même expression que j'avais vue lorsque la toile de Moriarty avait commencé à s'effilocher, ou lorsque les lettres d'Irène Adler étaient arrivées pour la première fois de cette écriture élégante et inconnue. C'était l'expression d'un homme qui entendait, au-delà du cœur des faits, le pas silencieux de quelque chose d'encore invisible. « Il manque un nom », dit Holmes doucement. J'ai levé les yeux du matin foi, perplexe. « Disparu ?» Dans le dossier de Thackeray, poursuivit Holmes, il a fourni des noms, Watson. Des noms de coursiers, de gestionnaires, d'informateurs de la marine. Oui, mais aucun de financier. Qui a financé ce réseau? Qui a payé les encodeurs sans fil? Les faux manifestes? Les spécialistes de la falsification? Blix était intelligent mais pas riche, et Thackeray était trop prudent pour financer une opération clandestine. Tu penses qu'il y a un autre parti, dis-je lentement. Je crois, répondit Holmes en se levant pour aller chercher un document dans le tiroir de son bureau, que nous avons oublié quelqu'un. Un commanditaire silencieux. Le papier qu'il déplia
portait l'entête du syndicat du commerce de la soie de Saint-Vincent. Canton. C'était un simple registre, daté, détaillé, pour l'essentiel routinier. Mais Holmes désigna une ligne de chiffres au milieu de la page. Une injection de fonds, a-t-il déclaré, versée anonymement sur le compte du syndicat, 3 semaines avant la disparition de Lin Wei. Elle n'est pas mentionnée comme un prêt, ni comme un paiement. Seulement, contribution spéciale, contrat d'honneur CAC 141C. Et vous croyez que c'est une façade? Demandai-je, sans aucun doute. L'expression contrat d'honneur n'apparaît dans aucun document financier du syndicat, ni avant, ni après cette semaine. Il s'agissait d'une insertion unique. Il faut se demander qui a pu insérer une telle ligne dans les archives sans attirer l'attention. Il n'y avait qu'un seul candidat. Holmes et moi avons regardé presque simultanément le même nom, Stephen Law. Nous sommes arrivés à la résidence privée de M. Law à Hampstead peu après-midi. C'était une élégante villa de style sino-britannique. Mur en plâtre blanc orné de treillis en palissandre et lanterne qui se balançait doucement dans la brise tiède. Le domestique qui nous a accueillis semblait légèrement inquiet et nous a informé que M. Law se reposait. « Pas malade ?» demanda Holmes en haussant un sourcil. « Non, monsieur, mais il est fatigué. Il n'a pas quitté la maison depuis hier. » On nous a conduits dans une véranda remplie de bonsaïs et de porcelaine délicate, où M. Law est bientôt apparu, vêtu d'une robe de chambre sombre, sa précision habituelle remplacée par une légère lassitude qui s'accrochait à ses traits. « Monsieur Holmes, » dit-il en inclinant la tête, « Docteur Watson, je ne vous attendais pas. J'imagine que vous ne vous attendiez pas non plus à l'audit comptable que j'ai effectué ce matin, » répondit Holmes. Law cligna lentement des yeux. « Audit ?» J'ai examiné les livres comptables du syndicat. Votre bureau de Londres contient une curieuse écriture, datée précisément de 7 jours avant la disparition de Lin Wei. Law se raidit. « Je vois. Et vous ?» demanda doucement Holmes. « Parce que je vois beaucoup de choses. Je vois un homme sous pression, tiraillé entre ses devoirs envers une ancienne guilde et les attentes grandissantes d'un empire mondial. Je vois un homme qui a tenté de préserver la dignité de son entreprise en concluant un accord qu'il ne pouvait contrôler. Un accord qui a dégénéré en meurtre et en espionnage. » Le silence planait dans la véranda comme une fumée d'encens. Finalement, Law a déclaré « Je n'avais jamais prévu que les choses se déroulent comme elles le font. »« Alors explique-nous-le, » dit Holmes doucement, « avant que d'autres ne le fassent. » Law s'assit lentement, croisant les mains. « Lorsque j'ai pris la direction de la succursale de Londres, a-t-il commencé, le syndicat était en danger. Les concurrents européens cassaient nos prix. Certains de nos fournisseurs s'étaient tournés vers des fibres de moindre qualité. Nous avons subi une humiliation. Un homme est venu me voir, un intermédiaire du Caire. Il m'a parlé d'une opportunité mutuelle. « Réacheminez vos marchandises, » m'a-t-il dit. « Offrez-nous de l'espace. Nous payons généreusement, sans poser de questions. » « Et vous avez accepté, » dit Holmes. « Je n'en ai pas vu toute l'ampleur, » a insisté Law. « Au début, il s'agissait simplement d'une surcapacité de transport. Puis, un jour, un colis est arrivé à mon adresse. À l'intérieur se trouvait une photo de ma femme, prise à son insu. On m'a dit que si je rompais notre accord, elle disparaîtrait. » L'expression de Holmes ne changea pas, mais une lueur d'acier traversa ses yeux. « Vous avez été compromis, » a-t-il dit. Law hocha la tête. « J'ai détourné les fonds, j'ai falsifié l'entrée. Mais quand Lin Wei a découvert le réseau, j'ai essayé de le prévenir, je lui ai dit de fuir. »« Et la rencontre qu'il a organisée ?» demandai-je. « Avec le contact qui m'a promis des réponses ?» Law secoua la tête. « Ce n'était pas mon idée, j'avais peur qu'il dénonce tout le syndicat. » Holmes se tourna vers moi. « Le voilà, Watson. Le lien final. Law a facilité l'arrangement, Blix l'a exécuté, Thackeray a autorisé les canaux. Mais l'homme du Caire, l'ombre au-delà du registre, l'a financé. Et il reste inconnu, dis-je. Pour l'instant, répondit Holmes. Mais je crois qu'il a laissé une trace. Cette trace se trouvait, en fait,
dans un endroit où personne n'avait encore pensé à chercher. Les journaux de télégrammes de l'Eastern Telegraph Company, Holmes, toujours plein de ressources, nous a permis d'examiner le registre des télégrammes codés envoyés par le bureau du syndicat de Londres au cours des 3 jours précédant la disparition de Lin Wei. Avec l'aide d'un commis sensible au cas de l'estrade, on nous a montré un double du télégramme à KAD 871. Dossier réglé, récolte en cours. Priorité de la soie inchangée. Holmes a tapé le code. CAD 871 est une étiquette connue pour le courrier du consulat du Caire. Récolte est un euphémisme. Il s'agit probablement d'une interception. Ce télégramme approuvait le renvoi de Lin Wei. Et il a été envoyé, ai-je demandé, en utilisant le canal du syndicat. Non, répondit Holmes d'un ton sombre. Il a été envoyé du bureau de M. Lowe. Ce soir-là, Holmes écrivit 2 lettres. L'une au ministère des Affaires étrangères, l'autre à la légation chinoise. Dans chacune d'elles, il incluait les aveux complets de Lowe, accompagnés d'une demande de protection de sa famille, en échange de son témoignage. Tu as pitié de lui. T'observai-je. Je le comprends, répondit Holmes, mais la sympathie est le luxe de ceux qui ne calculent pas les conséquences. Nous étions assis en silence, tandis que les réverbères à gaz vacillaient et que le monde extérieur disparaissait dans le crépuscule. « Je soupçonne, » murmura Holmes, « que l'homme du Caire ne restera pas silencieux longtemps. Il y aura un autre message, un autre test. »« Et quand cela arrivera ?» demandai-je. Holmes alluma sa pipe et se pencha en arrière. « Alors, mon cher Watson, Je recommence. » Les heures qui suivirent la lettre de Holmes furent tendues, d'un silence empreint d'attente. Baker Street, d'ordinaire sanctuaire de routines familières et de compagnie tranquille, semblait désormais un lieu perché au bord d'un précipice inconnu. Holmes passait ses journées à éplucher les chiffres des télégrammes, les registres commerciaux et les registres postaux internationaux. Ses nuits, en revanche, étaient agitées, passées à errer dans les rues éclairées au gaz de Londres ou à contempler le brouillard épais qui s'engouffrait dans la Tamise. Un soir, alors, que 10 heures sonnaient, on frappa doucement à la porte. Madame Hudson fit entrer un coursier, un jeune homme pâle et nerveux porteur d'un télégramme marqué « Urgent ». Holmes saisit l'enveloppe d'un regard et, avant de la briser, me fit signe de m'asseoir. Le message était bref mais codé, composé selon le même modèle que les transmissions précédentes du syndicat. Urgent. Chaîne d'approvisionnement compromise. Opération menacée. Intervention immédiate requise. Attendre de nouvelles instructions. Holmes fronça les sourcils, puis sortit une loupe pour inspecter les fibres du papier. Encore de l'huile de jasmin et... Il renifla prudemment. Une trace étrange et subtile de soufre brûlé. J'ai levé les yeux brusquement. De la poudre à canon, murmurai-je. Holmes hocha la tête. Nos adversaires s'enhardissent. Ils menacent maintenant d'un conflit ouvert. Watson, l'homme du Caire, a eu vent de nos manœuvres. La question est, que fera-t-il ensuite? Le lendemain matin, Scotland. Yard annonça l'arrestation d'un coursier voyageant entre Londres et la Méditerranée, porteur de faux laissez-passer et de messages cryptés. L'interrogatoire révéla un lien avec une planque près de Whitechapel. Holmes n'a pas perdu de temps. La planque était une maison de ville étroite et faiblement éclairée, nichée entre un bureau de tabac et une épicerie. Une odeur de tabac, froid et de bois humide nous accueillit dès notre entrée, conduits par l'estrade et 2 agents. L'endroit servait manifestement de point de rencontre. Des cartes marquées d'épingles, des caisses de faux documents et des liasses de télégrammes codés jonchèrent le sol. Holmes se pencha pour examiner une lettre froissée. C'est écrit. « Sans chiffres, dit-il. Mais il y a une couche cachée, une sorte de stéganographie. Le véritable message est dissimulé dans la ponctuation de la lettre. » Il sortit un stylo de sa poche et commença à marquer les pages, révélant des instructions visant à perturber les chaînes d'approvisionnement naval britanniques en sabotant les expéditions à Alexandrie et à Malte. C'est plus que de
L'espionnage commercial, a déclaré Lestrade d'un ton sombre. C'est un acte de guerre. Holmes hocha la tête, et il faut y mettre un terme. De retour à Baker Street, Holmes convoqua une réunion avec Tso Liang et M. Lo, ce dernier, toujours en détention préventive. Sur une carte de la Méditerranée, ils tracèrent les points de sabotage prévus, discutant des contre-mesures et des voies diplomatiques. Holmes a exposé son plan. Nous devons diffuser de fausses informations via nos lignes interceptées, leur faire croire que leur complot réussisse, pendant que nous protégeons les cargaisons. Simultanément, je tendrai un piège, en me servant de moi-même comme appât. Cela m'a perturbé. Tu veux dire que tu vas te présenter comme le prochain coursier? Exactement. Si les conspirateurs croient que je suis la clé de... À leur chute, ils passeront à l'action. Nous serons prêts. 2 jours plus tard, Holmes partit discrètement pour les quais, déguisé une fois de plus, cette fois en simple steward. L'air était chargé de sel et de fumée de charbon lorsque nous embarquâmes. HMS Caledonia, un navire qui devait partir pour Alexandrie sous haute surveillance. À bord, Holmes s'est parfaitement intégré à l'équipage, même si rien ne lui échappait du regard. Il scrutait les visages, observait les gestes, notait les conversations. L'atmosphère était tendue, chargée d'impatience. Cette nuit-là, alors que le navire était ancré sous la lune, Holmes s'est confié à moi, Watson. La patience est notre plus grand allié. Mais attention, la patience peut s'affaiblir et mener à la témérité. Nos ennemis sont rusés, mais le désespoir peut les rendre imprudents. Sa main effleura le petit revolver qu'il gardait caché sous son manteau. Quoi qu'il arrive, soyez prêts. À mi-chemin du voyage, sous le couvert de l'obscurité, le navire fut secoué par une explosion soudaine près de la salle des machines. Des flammes léchèrent le ciel nocturne, des alarmes retentirent, et le chaos éclata. Holmes passa à l'action, coordonnant l'équipage et soignant les blessés. L'incendie était maîtrisé, mais il était clair que le sabotage avait failli couler le navire. Calédonie. Au milieu de la fumée et de la chaleur, la voix de Holmes traversa le tumulte. « Ce n'était pas un accident, dit-il avec acharnement. Une tentative calculée pour désactiver des lignes d'approvisionnement vitales. Nous avons touché une corde sensible. » Quelques jours plus tard, à leur arrivée à Alexandrie, les intentions des conspirateurs devinrent plus claires. Les autorités britanniques avaient intercepté des plans pour une seconde attaque, plus dévastatrice, visant cette fois un arsenal naval essentiel à la défense de la Méditerranée. L'expression de Holmes était grave. « Le jeu n'est plus caché dans l'ombre », a-t-il déclaré. « Il est visible, et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. » De retour à Londres, Holmes convoqua d'urgence une réunion de toutes les parties concernées. Diplomates étrangers, officiers de marine, responsables de Scotland Yard et représentants du syndicat. La tension était palpable dans la salle, tandis que Holmes exposait l'étendue du complot, nommant les personnes impliquées et détaillant les complots découverts. Quand il eut fini, le silence était profond. Tso Liang a finalement parlé. Le syndicat doit être purifié. Ce n'est qu'alors que la confiance pourra être rétablie. Lestrade hocha la tête. Et les responsables devront être traduits en justice. Holmes m'a jeté un coup d'œil. Pourtant, Watson, malgré toutes les preuves, je reste inquiet. Il reste des détails inachevés, des détails qui persistent. Il tapota une fois de plus le registre. Un nom en particulier, un nom qui n'est apparu que dans les murmures. Un homme connu simplement sous le nom de Ver à Soie. Je me suis penché en avant, intrigué. Qui est-il? Les yeux de Holmes brillaient de cette étincelle familière. Voilà, mon cher Watson, la question à laquelle nous devons maintenant répondre. Les jours qui suivirent notre conférence de haut niveau furent marqués par une intensité sans précédent ces dernières années. Londres elle-même semblait retenir son souffle, comme anticipant le dénouement d'un complot si vaste que ses ombres s'étendaient aux 4 coins de l'Empire. Holmes, toujours agité, s'immergeait toujours plus profondément dans les méandres du complot,
tandis que je m'efforçais de suivre son incessant raisonnement. Holmes avait jeté son dévolu sur l'insaisissable personnage connu sous le nom de ver à soie, un surnom murmuré parmi certains informateurs confidentiels et retrouvé dans des télégrammes cryptiques interceptés sur le réseau du syndicat. Holmes pensait que cette entité était le marionnettiste orchestrant le réseau de tromperie, utilisant la soie comme fil conducteur reliant ses agents. Notre enquête nous a d'abord conduits au cœur du quartier chinois de Londres, un quartier vibrant d'odeurs d'encens et d'épices grésillantes, mais aussi un lieu où des secrets se cachaient sous des couches de culture et de prudence. Holmes évoluait avec une grâce vive dans les ruelles étroites, rendant hommage à plusieurs informateurs discrets qui lui devaient des faveurs ou étaient liés à la communauté chinoise britannique. Un soir, Holmes reçut un message délivré par un jeune coursier, un morceau de parchemin gravé de délicats coups de pinceau. Rendez-vous au Jade Lotus, 21 heures précises, pouvait-on lire, suivi d'un seul caractère que Holmes reconnut instantanément comme le symbole de la vérité. Malgré le ton menaçant, Holmes a insisté pour que je l'accompagne. Le Lotus de Jade était un salon de thé sans prétention, niché entre une boutique de souvenirs et une librairie défraîchie. À l'intérieur, des lanternes projetaient une douce lueur rouge sur les tables laquées et les coussins brodés. Le murmure des conversations tranquilles emplissait l'air, ponctué par le tintement des tasses en porcelaine. Une femme nous accueillit, une silhouette élancée vêtue d'une robe de soie traditionnelle, le visage voilé à l'exception d'un regard perçant et observateur. Elle se présenta comme Mademoiselle Meiling, historienne et érudite connaissant parfaitement les guildes marchandes cantonaises et leurs implications modernes. « Je sais pourquoi vous cherchez le ver à soie, » dit-elle à voix basse. « Mais attention, l'homme que vous poursuivez est plus qu'un simple marchand ou un espion. C'est l'ombre projetée par le pouvoir lui-même. » Holmes écouta attentivement Meiling lui révéler une histoire vieille de plusieurs décennies. « Le ver à soie, expliqua-t-elle, n'était pas un homme, mais un titre transmis de génération en génération, un rôle clandestin au sein du syndicat, chargé de maintenir son influence par l'espionnage, le chantage et le sabotage. Chaque ver à soie, dit-elle, tisse un réseau si complexe que peu de gens peuvent en discerner les motifs. Ils sont passés maîtres dans l'art de la tromperie, leur véritable identité étant protégée même de leurs proches. Le regard de Holmes s'aiguisa. « Savez-vous qui détient le titre maintenant ?» Mademoiselle Meiling hésita. « Il y a des spéculations. Certains parlent d'un riche financier lié à la Chambre des communes. D'autres murmurent qu'il s'agit d'un diplomate menant une double vie. Mais la vérité demeure enfouie sous un silence total. » De retour à Baker Street, Holmes et moi avons discuté des implications. Si le ver à soie est ancré dans l'élite politique et financière, dis-je, alors cette conspiration s'étend bien au-delà des routes commerciales et des télégrammes. Holmes hocha la tête d'un air sombre. En effet, Watson, il ne s'agit pas seulement d'espionnage, mais de pouvoir, qui le détient et qui le manipule. Notre tâche est de découvrir le visage derrière le masque sans l'alerter. Holmes a ensuite partagé une idée tirée des références cryptiques de Meiling. Le symbole du ver à soie, souvent un papillon ou un cocon brodé, est utilisé comme marque secrète. Je l'ai déjà vu, Watson. Il sortit une lettre décolorée, récupérée lors d'une précédente recherche dans les archives du syndicat. Dans un coin, à peine visible sous les plis, se trouvait un délicat papillon de soie brodé de fil, d'or déterminé à retrouver cette marque. Holmes et moi avons revisité plusieurs réunions de la haute société, nous fondant dans le milieu aristocratique où évoluent souvent financiers et diplomates. Nous avons assisté à des soirées et des réunions politiques, guettant les subtils insignes. Lors d'une de ces réceptions, une réception fastueuse organisée par Lord Bancroft, l'œil perçant de Holmes remarqua la lueur du papillon brodé sur le revers d'un élégant manteau de soirée. Il s'agissait de Reginald Thackeray, le consultant naval à la retraite que nous avions déjà rencontré. Holmes se pencha vers moi.
Ce n'est pas une coïncidence, Watson. Le papillon de nuit est sa carte de visite. J'ai été surpris. Tu crois que Thackeray est le ver à soie? Soit il l'est, soit il en assume la direction, répondit Holmes. Et son rôle au sein du syndicat est bien plus important que nous le pensions. Ce soir-là, Holmes organisa une rencontre discrète avec Thackeray sous prétexte de discuter d'un sujet totalement étranger. Le consultant à la retraite nous accueillit dans un bureau garni de cartes navales et d'armes anciennes. Holmes n'a pas perdu de temps. « Monsieur Thackeray, » commença-t-il, « votre implication au sein du syndicat est connue, mais ce qui est moins connu, c'est votre place dans le cadre plus large, le titre du ver à soie. L'expression de Thackeray se durcit. « Je vous avais prévenu, monsieur. »« Holmes, » dit-il lentement, « c'est un jeu d'ombre. Dès que vous appelez une araignée, vous risquez de vous prendre dans sa toile. » Holmes a continué. « Votre nom de code apparaît sur des dépêches secrètes. Vous avez connaissance de plans, de sabotage, de manipulation financière et même de chantage au sein des cercles gouvernementaux. Vous exercez votre pouvoir par la peur comme par la soie. » Thackeray soupira. « Peut-être suis-je le ver à soie, » admit-il à voix basse. « Mais mon intention était de protéger l'empire du chaos, en contrôlant le chaos lui-même. » Holmes le regarda fixement. « Le contrôle par la tromperie est une voie dangereuse, monsieur, et il semble que cette voie est menée au meurtre et à la trahison. » La salle devint tendue. Thackeray a continué. « J'étais coincé, mais j'ai peut-être une issue, un atout pour renverser ceux qui sont au-dessus de moi. » Les yeux de Holmes se rétrécirent. « Parlez. » Thackeray sortit d'un tiroir verrouillé, un registre, plus épais que tous les précédents, détaillant les paiements, les communications et les noms, y compris ceux de personnages puissants qui avaient à gagner ou à perdre dans les machinations du syndicat. « Voici, dit-il, le véritable fil de soie. Tirez dessus et toute la tapisserie se défait. Holmes et moi avons passé la nuit à examiner le registre, à retracer des liens entre continents, tribunaux, commerce et espionnage. Chaque page révélait une couche de collusion, de tromperie et de menaces silencieuses qui faisaient repasser les révélations précédentes pour de simples ondulations superficielles. À l'aube, Holmes était épuisé, mais résolu. « Nous avons la clé, Watson. Mais la question demeure. Ceux qui tirent les ficelles se rendront-ils ou attaqueront-ils avant que la vérité éclate ?» J'ai hoché la tête, sentant que l'acte final de ce drame était proche. Holmes se leva et regarda la ville qui s'éveillait. La nuit est peut-être sombre, mais l'aube arrive. Et avec elle, la justice. L'air matinal était vif lorsque Holmes et moi nous sommes dirigés vers le ministère des Affaires étrangères, le soleil miroitant faiblement sur les pavés mouillés de Whitehall. Dans les quelques heures qui s'étaient écoulées depuis que nous avions pris possession du registre, l'ampleur de son contenu était devenue de plus en plus évidente. Noms d'hommes politiques, de financiers, de militaires, tous entrelacés dans la toile de soie du complot. La structure même de l'Empire semblait menacée par ceux qui exercèrent le pouvoir non ouvertement, mais dans l'ombre et le secret. À notre arrivée, nous fûmes conduits dans une salle majestueuse où dignitaires, ministres et représentants de Scotland Yard s'étaient déjà rassemblés. Holmes avança avec une autorité discrète, présentant le registre et soulignant l'ampleur de la corruption qu'il révélait. L'Assemblée écoutait attentivement tandis qu'il détaillait les opérations complexes, la contrebande de documents, l'aval sensible, les plans de sabotage, le financement secret et enfin le rôle de Reginald Thackeray, dont le rôle assumé de ver à soie, lui avait permis de manipuler les loyautés et de commercer à des fins personnelles. L'inspecteur Lestrade a suivi, rendant compte des arrestations et des preuves recueillies, qui corroboraient les déductions de Holmes et le contenu du registre. Tout, au long de la procédure, le regard de Holmes balaya la salle du regard, inflexible, à la recherche du moindre signe de défi ou de duplicité. Lorsqu'il marqua une pause, le silence retomba. Plus tard dans l'après-midi, dans l'intimité du 221B Baker Street, j'ai demandé à Holmes comment il se sentait.
après tant de jours de tension et de révélation. La justice, répondit-il, est rarement nette et complète, Watson. Aujourd'hui, nous avons coupé un fil de la toile. Demain, d'autres pourraient surgir. Pourtant, chaque fil coupé renforce la structure même de la société. Il marqua une pause, son expression tempérée par une humilité rare. Thackeray s'est avoué et a accepté de témoigner devant le Parlement. L'influence du syndicat est brisée à Londres et la famille de M. Lowe est sous protection. Lan Hui est rentré sain et sauf en Chine, son courage et sa loyauté retrouvés. J'ai hoché la tête, sentant le poids de l'affaire s'installer définitivement. Et le ver à soie, le cerveau derrière ce rideau de fumée. Holmes sourit, faiblement. En dévoilant Thackeray, nous n'avons dévoilé qu'un seul nœud. Le ver à soie est un titre, certes, mais aussi un symbole. Le véritable personnage derrière cette opération reste insaisissable. Peut-être hors de notre portée. Mais nous l'avons affaibli. En effet, et pour l'instant, cela devrait suffire. À la tombée de la nuit, Holmes et moi étions assis près du feu. Ses pensées se tournaient vers l'avenir. Comme toujours. Il y a une certaine mélancolie dans cette œuvre, dit-il doucement. La partie n'est jamais vraiment terminée, Watson. Une conspiration révélée en engendre une autre. Les rouages du pouvoir tournent toujours, graissés par l'ambition et la cupidité. Il m'a jeté un regard, les yeux à nouveau perçants. Mais en attendant le prochain appel, je me contente de me reposer, de jouer du violon et de rêver de jours plus calmes. J'ai souri, reconnaissant pour ce bref répit. Dans la ville derrière, notre fenêtre, les lampes clignotaient, et Londres s'enfonçait à nouveau dans sa nuit agitée. L'affaire des marchands de soie, avec ses fils emmêlés et ses ombres, touchait à sa fin, mais les échos de ses secrets persistaient, murmurant sous la surface du brouillard. Et moi, John H. Watson, chroniqueur des exploits extraordinaires de Sherlock Holmes, je suis resté une fois de plus impressionné par un esprit capable de voir les schémas complexes cachés dans le chaos et par la justice rendue par la patience, l'intellect et une détermination inébranlable. Épilogue. Semaines plus tard, des reportages confirmèrent le démantèlement du syndicat et l'inculpation de plusieurs personnalités impliquées dans le Grand Livre. La Compagnie des Indes orientales et les autorités navales britanniques resserrèrent leur contrôle sur les cargaisons et les communications sensibles, craignant de nouvelles vulnérabilités. Holmes reprit ses investigations plus discrètes, toujours à l'affût du moindre soupçon d'intrigue, car si la conspiration des marchands de soie avait été déjouée, le jeu des ombres dans le Londres victorien ne cessa jamais vraiment. Et tandis que je regardais mon ami retourner à son violon et à ses expériences de chimie, je savais très bien que le prochain mystère n'était jamais loin.